Voilà, le Premier ministre anglais qui a annoncé son intention de démissionner. On va en parler avec vous, Pascale Joannin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la Fondation Robert Schuman, qui est une fondation qui travaille sur la construction européenne. C'est la première fois qu'un pays sort de l'Union. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour le Royaume-Uni? Alors c'est en effet une première, vous avez raison. Jamais de pays a quitté l'Union, c'est la première fois. Donc il va faire acte de... Il va écrire un courrier officiel à l'Union européenne en disant « Je vous demande de me retirer de l'Union européenne ». Ça va être le début d'un processus qui va durer au minimum 2 ans, dans lequel on va détricoter tout ce qui lie... C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer exactement? On va retirer à la Grande-Bretagne, au fur et à mesure, tout ce qui la lie à l'Union européenne. Alors, les financements, être membre... Alors, elle était membre de pas grand-chose, elle n'était pas membre de Schengen et de l'euro, mais enfin, bon, elle était dans l'Union européenne. Donc, pour en effet la sortir de tout ce qui l'a liée à l'Union européenne. Et en même temps, les Britanniques négocieront... ce qu'ils veulent faire avec l'Union européenne, parce que bien entendu, les liens vont pas couper, elle ne sera plus membre, mais c'est à eux de dire ce qu'ils voudront faire de les relations qu'ils veulent avoir avec ce grand marché. Pour la City, c'est très important. Alors il y a l'exemple norvégien, il y a l'exemple suisse, on peut aussi inventer un exemple britannique, mais une des conditions aussi de ce qui va se passer pendant ces 2 ans, c'est que peut-être le Royaume-Uni, tel qu'on le connaît aujourd'hui, en tout cas, risque peut-être d'être amoindri, puisqu'on sait, on a vu les premières réactions d'entités de ce pays, comme l'Écosse, voire l'Irlande, qui disent « mais nous, on n'est pas satisfait de ce résultat, on va demander à rester dans l'Union et on va peut-être en effet organiser pour l'Écosse, en tout cas, un nouveau référendum d'indépendance du Royaume-Uni ». Alors ça, c'est pour ce qui se passe au Royaume-Uni. On verra effectivement dans les semaines à venir. Cette sortie, donc, si j'ai bien compris, tout va être inventé puisque c'est la première fois. Qu'est-ce que ça veut dire, au fond, pour le projet européen, le fait qu'un pays comme ça décide de sortir de l'Union? C'est un mauvais signal, bien évidemment, parce que jusqu'à présent, l'Union européenne s'est construite par adhésion. On est passé de 6 États membres en 1950 à 28 aujourd'hui. Là, c'est la première fois qu'un pays sort. C'est pas non plus la fin du monde, hein, parce que le Royaume-Uni était quand même un pays à part, où en effet, il était celui qui était le moins intégré dans les politiques européennes. Néanmoins, c'est un mauvais signal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que l'Union européenne, ses États membres, décident en effet de... Qu'est-ce qu'on fait pour revivifier le projet européen qui semble en effet avoir du mal à être bien perçu par les citoyens, parce que la victoire du oui au Brexit, c'est la victoire des populistes dont Nigel Farage est le modèle britannique. Alors justement, vous disiez qu'il va falloir tout inventer. Effectivement, les ministres des Affaires étrangères des 6 pays fondateurs se réunissent ce samedi à Berlin, évidemment pour parler de la suite. Vous parliez de Nigel Farage qui est un populiste britannique qui a fait campagne évidemment pour la sortie. Comment est-ce que vous expliquez ce clivage social sur l'Europe? Nigel Farage qui a dit que cette victoire du Brexit était la victoire des vrais gens. Alors c'est un vrai sujet parce que ce qui a été mis en avant par Nigel Farage, c'était la question migratoire. C'est-à-dire, l'Europe ne nous protège pas, nous allons retrouver nos frontières, notre sécurité, et on va pouvoir faire en sorte que cette population immigrée qui vient prendre les emplois, etc., au Royaume-Uni, elle soit mieux maîtrisée. Je ne vois pas en quoi ça va changer quoi que ce soit, puisque la question migratoire n'est pas une politique européenne, hein, c'est une politique que les États membres conservaient par devers eux. Donc, mais en tout cas, ça a marché parce qu'il y a eu un afflux de migrants récemment, et donc il a fait de ce terrain migratoire son thème principal de campagne. Il faut voir aussi que quand on regarde le résultat, on a une différence entre les villes, qui sont très majoritairement qui étaient très majoritairement pour rester dans l'Union européenne, et les campagnes, notamment anglaises, qui, elles, étaient beaucoup plus réticentes à être européennes et se sont massivement portées sur le non. Et puis, il y a un clivage également générationnel. On sait que les personnes les plus âgées, qui ont massivement voté, ont voté principalement pour sortir de l'Union, alors que les jeunes ont, eux, été plus pour le oui, mais peut-être ils se sont moins mobilisés. Et donc, en effet, à l'arrivée, c'est cette sortie de l'Union qui est décidée.
Souvent, on entend de la part des europhiles, pour défendre l'Europe, on les entend expliquer que oui, mais vous comprenez, l'Europe, c'est beaucoup de subventions pour les agriculteurs, pour ceci, pour cela. Au fond, est-ce que ce que les gens et ce que les peuples disent souvent au cours de ces consultations, c'est que l'Europe ne les protège pas assez. Vous parliez de la question migratoire, vous parliez du terrorisme, de l'emploi, de la croissance. Est-ce qu'en fait, les résultats de ce référendum, c'est pas finalement une façon de dire au gouvernement que l'Europe ne peut pas seulement être une entité économique? C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que le projet européen, ça ne peut pas être que des règles et que des obligations. Il faut qu'il y ait aussi des choses qui permettent de voir que ça va mieux. Alors, c'est très paradoxal parce que quand on est à l'extérieur de l'Union et qu'on regarde cette Europe, on voit qu'elle elle est riche, elle est puissante et elle fait rêver. Il y a beaucoup de gens qui veulent la rejoindre, d'où la question migratoire. Et quand on est à l'intérieur, on a l'impression que c'est une machine lourde qui rend les choses impossibles, etc. Je pense qu'il y a eu un défaut de communication des gouvernants qui ont mal expliqué l'Europe dans leur pays. Alors pas seulement David Cameron et certainement d'autres leaders britanniques, mais je pourrais dire la même chose en France, où on a souvent eu ce discours, c'est la faute de Bruxelles, donc depuis plusieurs années, donc on inculque le fait que Bruxelles est un empêcheur de tourner en rond un bouc émissaire, et qu'on n'a pas suffisamment expliqué concrètement ce qu'était fait dans un pays par l'Union européenne. Alors les agriculteurs le savent, mais on a du mal pour les autres personnes à voir ce que l'Europe fait concrètement pour le pays. Peut-être qu'elle ne va pas assez loin aussi. C'est au fond un petit peu ce que disent ces consultations. Oui, mais je pense que les gouvernants, les chefs d'État et de gouvernement, ont une responsabilité parce que comme ils sont les décideurs quelque part à Bruxelles, il faut qu'ils expliquent les décisions qu'ils prennent à Bruxelles dans leur opinion. Et ça, ils se sont un peu retranchés. Alors on dit l'Europe devrait. Mais quand j'entends un responsable politique dire l'Europe devrait, mais l'Europe, c'est lui. Enfin, il en est un 28e, hein, puisqu'on est encore 28 pour quelques temps. Il en est un 28e. Il est à la table des négociations. Il peut dire, moi, j'aimerais que sur cette question, voilà, etc. Et dire l'Europe devrait, c'est l'Europe ne fait que ce que les États membres veulent bien qu'elle fasse. Donc c'est pas Jean-Claude Juncker ou un autre dirigeant européen qui s'arrogerait des pouvoirs de plein droit. C'est bien les États, les gouvernants qui disent, eh bien voilà, on aimerait faire ça et ça ensemble. Et si ça marche, c'est parce qu'ils ont pris une décision politique. Alors, dès l'annonce des résultats, on voyait les eurosceptiques un peu partout en Europe crier victoire et dire que ce référendum, finalement, ce type de consultation devrait se multiplier en Europe. Est-ce que, concrètement, il y a un risque de contagion ? C'est probable, parce que le référendum britannique n'a pas été introduit par un populiste, David Cameron, mais il l'a fait pour des raisons très de politique intérieure, pour essayer de mettre au pas son parti qui était très divisé sur l'Europe, qu'il est toujours d'ailleurs. Et donc, il s'est un peu tiré une balle dans le pied parce qu'il pensait faire un coup, et là, le coup a raté. Maintenant, en effet, on voit que dans les autres États membres, la demande de référendum, puisqu'il y a une sortie de l'Union européenne, s'il n'y avait pas eu de la sortie de l'Union européenne, peut-être qu'il serait moins allant. Mais comme en effet, il y a une sortie de l'Union européenne du Royaume-Uni, on voit en effet aux Pays-Bas et en France, les partis populistes, qui sont les homologues de M. Nigel Farage, demandaient à cor et à cri, il faut qu'on organise un référendum voilà. Alors je ne suis pas sûre que ni aux Pays-Bas, ni en Allemagne, ni en France aujourd'hui, les dirigeants actuels ou futurs, parce qu'il y a des élections l'année prochaine en France, prendront le risque d'organiser un référendum. En France et aux Pays-Bas, on a vu qu'en 2005, le résultat avait été pas à la hauteur des espérances. Pascale Johannin, directrice générale de la Fondation Robert Schuman, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.